Bonjour à tous, on va démarrer, hein, il y aura peut-être quelques retardataires. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour ce webinaire donc, sur l'actualité de la gestion des risques que j'animerai avec Mariam. Alors, vous avez été encore très nombreux à vous être inscrits et nous vous remercions pour tout l'intérêt et la confiance que vous nous témoignez à chaque fois. On va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Benjamin Aubin, je suis senior manager au cabinet Actuelia, cabinet que j'ai rejoint il y a à peu près un peu plus de 5 ans maintenant, après un début de carrière d'une dizaine d'années en compagnie. Bonjour à tous, moi c'est Maria Mariki et je suis consultante senior au cabinet Actuelia que j'ai rejoint il y a maintenant 4 ans. Merci Mariam. Alors, je rappelle deux, trois petits points. Tout d'abord, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos webinaires en replay sur notre site internet. Vous retrouverez également le replay de ce webinaire dans la journée sur notre site internet. Et deuxième chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil questions-réponses et on essaiera de répondre à un maximum de questions à l'issue de la présentation. Alors, pour commencer, et notamment pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, on va faire un petit mot sur le cabinet Actuelia et son actualité. Le cabinet a été créé en 2013, donc il y a déjà 10 ans maintenant. Notre équipe continue de grandir chaque année. Nous sommes maintenant un peu plus de 35 consultants et nous accompagnons plus de 120 clients, assureurs et mutuelles de toute taille sur tout type de sujets actuariels, que ce soit des sujets de tarification, de provisionnement, des sujets réglementaires, de la gestion des risques, hein, forcément, et même des formations. Et cette année est un peu particulière pour nous, hein. C'est une année particulièrement riche en actualité, puisque nous fêtons nos 10 ans d'existence et à ce titre, nous avons hâte de vous retrouver, pour ceux qui le souhaitent, lors de notre soirée à l'Atelier des Lumières à Paris, le 14 septembre prochain. Alors, vous retrouverez sur le compte LinkedIn du cabinet toutes les informations pour cet événement. Et en parallèle de tout ça, on a eu le plaisir effectivement également cette année de vous annoncer l'ouverture de 2 nouveaux bureaux. Le premier à Casablanca, dans le cadre de notre volonté d'accompagner le marché de l'assurance en Afrique. Et d'ailleurs, nous saluons nos participants d'aujourd'hui qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Le second bureau que nous avons ouvert, c'est à Strasbourg, une ville qui est chère à nos associés fondateurs, David Stucci et Franck Boukobza, pour qui l'aventure finalement a commencé là-bas. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle une nouvelle fois que n'hésitez pas à poser vos questions-réponses, vos questions dans le fil questions-réponses. Nous y répondrons à l'issue de la présentation. Alors, on va passer maintenant au programme de ce webinaire d'aujourd'hui, de ce matin, dans lequel nous ferons une courte introduction sur le contexte actuel de la gestion des risques. Et ensuite, nous discuterons des principaux risques d'actualité dont on entend finalement pas mal parler ces derniers temps. Et on finira cette présentation avec un focus sur l'ORSA, qui est un exercice réglementaire finalement au cœur de la gestion des risques et pour lequel finalement on a pas mal d'informations à vous donner aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, on est dans un monde qui est en perpétuel mouvement, avec des événements assez atypiques qui surviennent de plus en plus fréquemment. Et donc, du coup, il est effectivement nécessaire d'adopter une approche proactive en matière de gestion des risques pour identifier, évaluer et atténuer les risques. Et dans tout ce contexte, au-delà de ces événements qui surviennent, on a de plus en plus de réglementations qui voient le jour et qui accroissent les attentes envers la gestion des risques. Alors du coup, pour ce webinaire, il s'agit finalement de discuter des différents points d'actualité de la gestion des risques, qui vont nous amener, comme je le disais, à parler des grands risques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et nous parlerons également donc, des meilleures pratiques à adopter en matière de gestion des risques et des stratégies qui permettent d'anticiper, d'évaluer et de gérer ces défis complexes. Et je vais passer maintenant la parole à Mariam qui va vous parler de certains risques d'actualité. Merci Benjamin pour cette belle introduction. Je vais prendre le relais de ce webinaire quelques instants et évoquer donc le sujet des risques de durabilité.
dont on entend beaucoup parler cette année. En effet, le dernier amendement au règlement délégué qui est entré en vigueur en août dernier vise à introduire une dimension ESG dans la gouvernance et la gestion des risques des organismes. Un des objectifs à ce dernier amendement du règlement délégué est de maîtriser notamment les risques financiers liés au changement climatique, mais finalement pas seulement, puisqu'il introduit cette nouvelle catégorie de risques, dit de durabilité, qui va finalement bien au-delà du seul risque de catastrophe naturelle et qui est défini comme un événement ou un état de fait dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative réelle ou potentielle sur la valeur de l'investissement ou de l'engagement. On décline alors ces trois grandes catégories, cette catégorie de risques de durabilité en trois grandes catégories de risques. Les risques dits de transition, qui découlent de la transition vers une économie à faible émission de carbone, affectant les actifs menacés de potentielle dépréciation du fait de réglementations contraignantes destinées à satisfaire les exigences climatiques. La deuxième catégorie de risques de durabilité, c'est les risques physiques qui, eux, découlent des effets physiques du changement climatique. Et enfin, les risques sociaux qui vont dépendre du bien-être et des intérêts des consommateurs, des communautés. Au sein de la première catégorie de risques de transition, on identifie trois sous-catégories qui vont être les risques politiques, les risques juridiques et les risques technologiques. Les risques politiques vont concerner tous les risques liés aux nouvelles exigences en matière d'efficacité et de consommation énergétique. Les risques juridiques sont, eux, les risques de responsabilité liés aux procès et aux litiges auxquels les organismes pourraient être confrontés s'ils engagent s'ils mettent en jeu leur responsabilité le changement climatique. Pardon. Et enfin, les risques technologiques vont, eux, découler de la nécessité potentielle de devoir changer de matériel en raison de critères environnementaux qui ne seraient plus respectés. La deuxième grande catégorie de risques de durabilité est celle des risques physiques liés aux événements climatiques extrêmes, comme les tempêtes, la sécheresse, les inondations, etc. On distingue du coup deux sous-catégories, les risques physiques aigus et les risques physiques chroniques. Les premiers sont ceux qui sont susceptibles d'endommager les chaînes de valeur et les seconds sont ceux qui vont découler du changement climatique à plus long terme. C'est une inondation va endommager l'activité ponctuellement, là où l'augmentation du niveau de la mer, par exemple, a indéniablement un impact financier avec plus conséquent, différent, avec une relocalisation potentielle des sites, par exemple. Et enfin, la dernière grande catégorie des risques de durabilité est celle des risques dits sociaux. Donc, c'est les risques financiers issus de sujets sociaux comme les droits, le bien-être et les intérêts des populations. C'est la première fois que l'on prend en compte ces risques dans la réglementation prudentielle. Jusqu'à présent, ils étaient principalement traités via la responsabilité sociale et environnementale, même si certains organismes les prennent déjà en compte, notamment le risque de réputation dans leurs ORSA. Donc, on distingue cette dernière catégorie en deux sous-catégories. Les risques liés au changement d'habitude des consommateurs. On va avoir de plus en plus tendance à consommer en circuit court, à prendre les transports en commun, par exemple. Et enfin, les risques de réputation, donc qui peuvent nuire à la réputation si on nuit au climat, par exemple. Donc, une fois ces risques de durabilité identifiés selon les catégories que je viens de vous présenter, la réglementation exige de les intégrer à plusieurs niveaux, notamment au sein des domaines couverts par la gestion des risques. Donc, la souscription, le provisionnement, les investissements, l'évaluation des risques de gestion actifs-passifs, liquidité, concentration opérationnelle, etc.
Et il s'agit de prendre en compte ces risques dans l'évaluation du BGS, dans la définition du principe de personne prudente, des missions de fonctions clés également, et de ne pas manquer de les intégrer aux réflexions sur la stratégie de l'entreprise et éventuellement sa politique d'investissement également. En matière de reporting, cela suppose la mise à jour de plusieurs documents internes et mise à disposition du public ou du contrôleur sur ces sujets-là. En particulier, donc, tout ce qui est documentation interne du système de gestion des risques, politique écrite, rapport de la fonction actuarielle, mais aussi rapport ORSA, RSR, SFCR, et enfin les rapports extra-financiers qui pourraient vous concerner. Donc voilà pour le premier risque d'actualité qui sont les risques de durabilité. Et je vais maintenant vous parler d'un autre risque d'actualité qui n'est pas forcément nouveau, mais dont on parle encore beaucoup. C'est le risque cyber de sécurité des systèmes d'information. C'est vrai que ce soit en matière de développement de produits d'assurance contre les risques liés aux cyberattaques ou en matière de dégâts causés par ces risques-là chez les acteurs, c'est un risque qui fait beaucoup parler et réfléchir. Et l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les principales conclusions de la dernière enquête qui a été menée par l'ACPR chez les assureurs en ce qui concerne l'évaluation de leur gestion des systèmes d'information et de la sécurité des systèmes d'information et de la cybersécurité, pardon. Donc, cette enquête a témoigné d'une certaine prise de conscience des enjeux par tous les acteurs du marché qui prennent de plus en plus en compte les aspects conceptuels de stratégie et gouvernance liés à la sécurité des systèmes. Ils sensibilisent également de plus en plus les équipes au cyber-risque et enfin adaptent leur plan de continuité d'activité à la survenance potentielle de ce risque. Mais petit point d'attention sur ce dernier point, l'ACPR juge qu'en l'absence d'une analyse préalable des besoins métiers ainsi que de la réalisation de tests réguliers et opérationnels de la robustesse des plans de continuité d'activité, la démarche est jugée incomplète et inefficace. Donc ça, c'était pour un peu les points positifs qui sont ressortis de l'enquête, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des points d'amélioration qui ressortent clairement des conclusions. En particulier, il faut poursuivre ces efforts en ce qui concerne la systématisation de l'analyse des risques et des enjeux de la sécurité des systèmes d'information. Il faut continuer à renforcer le pilotage de la sous-traitance en approfondissant l'analyse des risques SI auxquels la sous-traitance aussi est exposée et évaluer les conséquences potentielles que cela peut avoir sur notre propre organisme. Et enfin, il faut continuer, poursuivre ces efforts en matière d'adaptation du système de contrôle interne pour que les plans d'action prennent le risque cyber pleinement en charge. On a aussi une recommandation qui ressort des conclusions de cette enquête en ce qui concerne les devoirs du responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et la CPR précise qu'il doit jouir de l'indépendance suffisante vis-à-vis des fonctions opérationnelles en matière de technologie de l'information et de communication, qu'il doit aussi disposer des informations nécessaires pour mesurer, surveiller et piloter le risque cyber. Et enfin, il doit rendre compte de l'état de la sécurité de l'information aux instances. Donc voilà pour les deux premiers risques d'actualité et je vais redonner la parole à Benjamin pour le dernier. Merci Mariam. Effectivement, donc Mariam vous a parlé des risques un petit peu à la mode, si je peux m'exprimer ainsi, mais il ne faut pas oublier effectivement d'autres risques d'actualité. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler maintenant des risques réglementaires au sens solvabilité 2, puisque comme vous le savez, effectivement, donc à horizon 2025-2026, eh bien, il va y avoir l'application d'une nouvelle revoyure de la directive. Hein. C'est des travaux qui sont en cours de réalisation au niveau de la Commission européenne, qui a proposé d'ailleurs plusieurs adaptations de la norme sur différents modules de risque qui sont principalement
des modules de marché, même s'il n'y a pas que ça, mais principalement des modules de marché. Alors, l'objet de ce webinaire aujourd'hui, ce n'est pas forcément de vous redétailler ce projet de mise à jour de la norme. On vous rappelle ici dans les slides les points majeurs. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Ce qui va être important, c'est justement d'anticiper un petit peu ces évolutions. Donc, les évolutions qui sont prévues, en tout cas, portent sur le risque de taux d'intérêt. Je vous laisserai peut-être regarder par la suite lors du replay, si ça vous intéresse, un peu plus de détails sur les slides qu'on vous présente ici. Donc, le risque de taux d'intérêt, le risque de spread, le risque action, qui sont potentiellement sujets à des évolutions, le risque de contrepartie et enfin la marge de risque. Alors, ce qui est important, comme je vous l'ai dit, ça va être d'anticiper ces évolutions réglementaires et se préparer aux impacts qu'ils vont avoir, d'une part sur vos indicateurs prudentiels. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez notamment faire à travers des tests de sensibilité sur vos résultats piliers 1, mais vous pouvez également intégrer d'ores et déjà les évolutions pressenties dans vos ORSA également. Au-delà des indicateurs prudentiels, ce qu'il est important aussi de regarder, c'est les impacts que ça peut avoir sur, par exemple, votre stratégie financière, vos allocations d'actifs. C'est quelque chose qu'il faut anticiper également. Et enfin, dernier point, en lien avec ces évolutions réglementaires liées à la directive Solva 2, pour ceux d'entre vous qui sont en modèle interne, qu'il soit partiel ou intégral, ou pour ceux qui utilisent des USP ou qui envisagent d'utiliser des USP, il est important aussi d'anticiper ces évolutions réglementaires dans vos études. Donc voilà pour ce petit point sur ces risques réglementaires d'actualité. On va continuer maintenant avec un focus sur l'ORSA. Alors pour deux raisons principalement. La première est que voilà, on a passé la période des piliers 1 récemment et on est déjà entré pour certains d'entre vous dans la période de l'ORSA. Certains ont déjà finalisé presque leurs exercices ORSA, d'autres les démarrent à peine, d'autres vont les démarrer d'ici quelques semaines. Donc, ça fait sens pour nous de vous parler de ça à ce moment-là de l'année. Et deuxième raison pour laquelle on vous parle de cet exercice ORSA, tout simplement parce que l'ACPR prévoit la publication d'un certain nombre de notices d'ici la fin de l'année. Et parmi ces différentes notices, on a une notice notamment qui va concerner l'ORSA. Donc, cette notice à venir sur l'ORSA, elle vise surtout à repréciser certaines exigences réglementaires qui sont attendues par la CPR par rapport justement à cet exercice ORSA. Et elle s'adresse aussi bien aux organismes solos qu'aux groupes d'assurance qui sont soumis à la directive. Donc, du coup, voilà, c'est une notice, encore une fois, qui vise à repréciser certaines attentes réglementaires du fait que voilà, CPR a certainement constaté, à travers les pratiques de marché qu'elle a pu observer, certaines insuffisances ou certaines incompréhensions de certains points de la réglementation, en particulier sur deux grands thèmes. Le premier thème, ça va être les objectifs généraux de cet exercice ORSA. Et le deuxième thème va porter sur les trois dimensions principales de l'ORSA qui sont définies à l'article 45 de la directive et qui sont notamment, je reviendrai dessus par la suite, mais qui sont l'évaluation du besoin global de solvabilité, la vérification du respect des exigences réglementaires de manière permanente et l'adéquation du profil de risque aux hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR. Alors, on va commencer avec les points de la CPR sur les objectifs généraux de l'ORSA. Donc, la CPR rappelle dans ce projet de notice auquel on a pu avoir accès que l'ORSA, c'est plus qu'un simple exercice calculatoire, que ce doit être un véritable outil d'aide à la décision stratégique pour l'entreprise d'assurance. Et elle insiste notamment sur deux points principaux. Le premier étant que cet exercice doit permettre aux organismes d'assurance de réfléchir sur leur profil de risque, sur les risques auxquels ils sont exposés, à travers notamment la nature des risques qui sont portés. Donc, on est ici dans l'identification des risques.
à travers également l'importance des risques qui sont portés. Donc, on se situe plutôt dans la mesure des risques, à travers les limites qu'il faut se fixer en matière de prise de risque. Donc, pour cela, la CPR rappelle l'importance de se fixer un cadre d'appétence au risque, et à travers le contrôle permanent des risques qui doit être mis en place au sein des organismes. Deuxième volet, tout aussi important, sur lequel la CPR insiste également, c'est le fait que l'exercice ORSA doit faire partie intégrante de la stratégie. Donc, il doit vraiment être l'outil central d'aide à la prise de décision stratégique. Et pour cela, et ça peut paraître assez évident, les points qu'on va présenter ici, mais si la CPR a jugé bon de le faire, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui est forcément très bien réalisé sur le marché. Donc, la CPR insiste sur le fait que, préalablement à un ORSA, effectivement, il va falloir établir un business plan, un plan d'affaires. Deuxième point, tout aussi important, dans la prise de décision, dans le processus de prise de décision stratégique, eh bien, on doit tenir compte des résultats de l'ORSA. Tout simplement parce que le business plan initial peut amener eh bien, à des résultats, notamment sur les indicateurs de solvabilité ou autres, qui ne sont pas conformes d'une part à la réglementation ou au cadre d'appétence de l'organisme. Et donc, du coup, l'importance de prendre en compte les résultats de l'ORSA dans le processus de décision. Donc, tout ça, ça nécessite nécessairement une forte implication des administrateurs dans le processus ORSA de manière générale, à la fois dans la définition de la trajectoire centrale, mais également dans la définition des scénarios stratégiques alternatifs qu'il convient de simuler. Et dans la définition, on va le voir juste après, notamment du cadre d'appétence. Un petit point d'attention particulier cette année avec l'entrée en vigueur des nouvelles normes IFRS, bien prendre en compte la projection des indicateurs IFRS dans son exercice ORSA, parce que tout simplement, ça peut aussi faire partie des indicateurs de décision stratégique, et que avec l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes, il convient également de les projeter. Mais je le disais effectivement, l'importance de la définition du cadre d'appétence qui découle de la prise en compte des résultats de l'ORSA. Donc voilà, sur les objectifs généraux de l'ORSA, si je dois synthétiser, l'idée c'est de vraiment mettre cet exercice au cœur de votre processus de décision stratégique et d'avoir une forte implication des décideurs en interne de vos organismes. Alors maintenant, on va parler sur le deuxième aspect, le deuxième point majeur sur lequel la CPR est revenue, ou en tout cas va revenir dans sa future notice, qui sont les trois dimensions principales définies à l'article 45 que j'ai rappelé tout à l'heure. Et on va commencer avec la première dimension, celle de l'évaluation du besoin global de solvabilité. Alors l'objectif, la CPR rappelle l'objectif de cette évaluation. L'objectif, c'est de décrire l'ensemble des risques significatifs auxquels l'entreprise est exposée et évaluer les moyens et ressources nécessaires à leur maîtrise. Donc pour cela, la CPR rappelle qu'il est nécessaire de s'appuyer sur une cartographie des risques, et donc que la cartographie des risques est centrale aussi dans cet exercice de réflexion sur les risques, car elle permet de recenser les risques, d'évaluer leurs impacts, d'identifier les moyens de maîtrise qu'on a mis en place et également leur efficacité en matière d'atténuation des risques. Deuxième point qu'elle rappelle, c'est la nécessité de prendre en compte tous les risques auxquels sont exposés les organismes. Donc, ça veut dire effectivement, y compris ceux qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du SCR, et en particulier les risques émergents. Alors justement, on va faire un petit point d'attention sur ces fameux risques émergents. Tout d'abord, pour définir ce qu'est un risque émergent. Donc, un risque émergent, ce sont les risques en développement ou en évolution qui se caractérisent généralement par une forte incertitude.
Donc, c'est une définition qui a été donnée par la PREF dans son rapport 2022. Donc, on va avoir deux caractéristiques principales pour les risques émergents. D'une part, un manque d'observation et d'autre part, donc, la survenance de mutations ou d'évolution des risques. Et en ce sens, effectivement, on peut considérer que les risques de durabilité et les risques cyber dont a parlé Mariam sont et restent des risques émergents, même si ça fait un petit moment qu'on en parle maintenant. Alors, la question maintenant, c'est de savoir comment on va identifier ces risques émergents. Eh bien, on va pouvoir se baser sur deux sources de données, deux types de sources de données. D'une part, des données internes à travers les incidents qu'on va répertorier dans les bases d'incidents, à travers des échanges avec les commerciaux, les gestionnaires, on va pouvoir s'apercevoir de la survenance, ou en tout cas de l'émergence de nouveaux risques, et à travers l'évolution, la mise en place d'évolutions stratégiques et opérationnelles où au cours des réflexions, eh bien, on va se rendre compte que finalement, les évolutions qu'on souhaite mettre en place eh bien, vont faire émerger un certain nombre de risques nouveaux pour l'organisme. Deuxième typologie de sources de données, ça va être les publications externes et la veille réglementaire. Et on va vous donner un petit exemple de publication externe. C'est un exemple qu'on aime bien et qu'on vous représente chaque année. Mais effectivement, vous allez pouvoir trouver vraiment beaucoup de publications sur le sujet. On a différents organismes. Alors ici, on vous cite l'AMRAE, la FFA ou encore Alliance, mais il y en a d'autres qui publient des études de manière assez régulière sur les risques les plus significatifs. Et notamment, chaque année, ils publient un top risque. On vous met ici l'exemple du top 5 risques majeurs 2023 de la FFA en comparaison du top 5 2022. Et ce qu'on peut s'apercevoir effectivement, c'est que d'une année sur l'autre, on n'a pas forcément les mêmes risques. Et donc, ça souligne l'importance, eh bien, quand on fait de la gestion des risques, de toujours se tenir informé, de rester connecté, de lire les publications, parce que c'est vraiment très riche en informations et ça peut vous aider aussi dans vos réflexions sur les risques. Ça peut vous permettre d'identifier des risques auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Donc, vraiment très important de bien rester connecté et de se tenir informé des différentes publications qui peuvent être faites par les différents organismes sur le marché. On voit aussi sur ce top risque que c'est très lié aussi à l'actualité dans le monde. Alors, on retrouve toujours cyber-risque et dégradation climatique, dérèglement climatique aux deux premières positions, mais on se rend compte que finalement, derrière ces deux risques-là, eh bien, on a des évolutions importantes par rapport à l'année passée qui sont très fortement liées au contexte économique et géopolitique qu'on va pouvoir observer dans le monde. Je pense notamment à l'apparition du risque pénurie de matières premières et énergétiques et risque politique mondial qui sont très fortement reliés effectivement avec toute l'incertitude au niveau mondial qui est par exemple générée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, une fois qu'on a identifié ces risques, eh bien, la question va être de les évaluer. Alors, je ne reviendrai pas forcément en détail sur la manière dont on évalue ces risques. Si vous souhaitez plus de détails, vous pouvez revoir le webinaire du 21 avril 2022 sur la gestion des risques, dans lequel justement on déroulait un exemple de mémoire sur la cyberattaque, dans lequel vous pourrez retrouver un peu plus d'informations. Donc, vous avez le lien ici. En tout cas, pour les évaluer, on va se poser un certain nombre de questions. Et on va commencer par une première question assez simple, c'est finalement, qu'est-ce que je cherche à modéliser? Ce que je cherche à modéliser, c'est l'impact financier que peut avoir ce risque sur notre activité. Et la question qui va découler par la suite, c'est sur quelles données je vais me baser pour faire cette évaluation? Est-ce que j'ai des données en interne? Est-ce que j'ai des données en externe? Et donc, ce qui va nous amener parfois à adopter une approche qualitative plutôt que quantitative en nous basant sur la carte des risques. Et en se basant sur cette carte des risques, naturellement, on va être amené à s'interroger sur les moyens de maîtrise qui sont mis en place pour atténuer les impacts de ces risques.
Alors, j'attire votre attention maintenant sur un point important, toujours dans l'idée des risques émergents. C'est sur les risques sous-jacents au projet des organismes. Et en fait, on vous présente cet exemple parce qu'on l'a trouvé très intéressant. Ça vient d'une publication Amrae de sa commission ERM 360 de mars dernier, où elle prenait effectivement l'exemple de projet dans lequel on va intégrer l'intelligence artificielle. Vous avez très certainement entendu parler ces derniers temps de ChatGPT. Et donc, l'idée, c'est de vous alerter sur l'importance d'identifier, de mesurer et de contrôler les risques sous-jacents qui sont liés à ces projets. Et l'AMRE donnait l'exemple donc, de l'utilisation de l'IA et précisait que les risques sous-jacents qui étaient associés à ce type de projet, ils peuvent être assez variés. Et, on va avoir des risques cyber, on va avoir des risques opérationnels, on va avoir des risques juridiques, on va avoir des risques de fiabilité des données. Et donc, c'est important quand on mène des projets de s'interroger sur les risques sous-jacents à ces projets, les risques qui vont être générés par ces projets. Alors, enfin, dernier point sur l'évaluation du besoin global de solvabilité sur lequel la CPR est revenue dans son projet de notice, c'est qu'on doit faire donc une évaluation qui doit être prospective à moyen et long terme et qui doit être adaptée à la stratégie et à l'horizon de réalisation des risques. Et donc, pour faire cette évaluation, on va parfois avoir besoin de mettre en place des scénarios de choc. Alors, j'insiste sur le fait qu'ici, on parle de scénarios de choc pour évaluer le BGS. On ne parle pas des scénarios de stress de l'ORSA, qu'il conviendra quand même de réaliser par la suite, mais on parle vraiment de ces fameux scénarios de choc, et notamment lorsqu'on a besoin d'évaluer le risque climatique, parce que je vous rappelle effectivement, comme Mariam l'a précisé précédemment, eh bien que dans l'évaluation du BGS, il convient de prendre en compte justement ce fameux risque de changement climatique. Et je vais laisser Mariam vous détailler un petit peu cette partie-là. Oui, donc effectivement, il y a une proposition du Parlement européen qui traite de plusieurs sujets à l'échelle européenne et qui a lancé un certain nombre de réflexions autour de l'ORSA et plus particulièrement la question de l'introduction d'analyse de scénarios climatiques au sein de cet exercice dans le but que les organismes d'assurance et de réassurance se dotent finalement d'outils adaptés pour appréhender les risques liés au changement climatique. En particulier, l'EIOPA a publié en août dernier un guide d'application de l'évaluation de l'importance relative du changement climatique, importance relative à qui? À nos organismes finalement, avec des recommandations sur la réalisation de scénarios de changement climatique au sein de l'ORSA. Ce guide précise notamment les parties de l'exercice ORSA et du rapport dans lesquelles peut être évoqué le risque de changement climatique. Et on retrouve notamment le point de prise en compte des risques climatiques dans le cadre du calcul de besoin global de solvabilité dont parlait Benjamin, avec cette idée de faire des simulations de scénarios de choc dans le cadre de l'évaluation du besoin global de solvabilité. L'EIOPA recommande également dans ce cadre d'appréhender ce risque de changement climatique comme un risque de durabilité et donc selon les catégories qui ont été présentées un peu plus tôt, à savoir les risques physiques, de transition et sociaux, je le rappelle. Donc, toujours dans ce même guide méthodologique, l'EIOPA nous propose d'évaluer l'importance du risque climatique selon 4 grandes étapes. La première étant de bien définir et identifier le contexte de l'activité de l'organisme, puis de venir rechercher les impacts du changement climatique
que le changement climatique pourrait avoir sur cette activité spécifique avant d'évaluer finalement la pertinence par rapport à l'activité de l'entreprise et de se positionner, soit de juger le risque important et alors d'approfondir l'analyse, ou alors de le juger non significatif au regard de notre activité spécifique. Et à ce moment-là, il faut quand même l'expliquer dans le cadre du rapport ORSA. Et finalement, donc, dans un second temps, pour les risques que l'on aura jugés importants, il est préconisé d'évaluer l'impact financier selon 3 grandes étapes. La première étant la définition d'un scénario climatique qui est pertinent et cohérent avec notre type d'activité. Et la seconde va être de venir transformer ce scénario climatique en risque finalement qui va en découler et toucher, impacter notre activité. Et enfin, la dernière étape sera de venir évaluer, quantifier l'impact financier des risques que l'on aura identifiés. Et enfin, pour faire le lien avec le fameux amendement du règlement délégué dont je vous ai parlé un peu plus tôt, l'article 45 bis prévoit un certain nombre de dispositions au regard du risque de changement climatique et permet d'aller finalement un peu plus loin que le seul objectif de le prendre en compte dans le cadre du calcul de besoin global de solvabilité. C'est un risque spécifique qui est inscrit dans les risques de durabilité et il doit être donc évalué dans l'ORSAF. Par évaluer, je veux dire s'il est jugé important ou pas au regard de notre activité. Il doit faire l'objet d'au moins deux déclinaisons de scénarios stressés à long terme et surtout, il doit être évalué pour chaque organisme qui est exposé assez régulièrement, à minima tous les 3 ans. Et je redonne la parole à Benjamin. Merci Mariam. Donc, on a fait le point sur la partie évaluation du besoin global de solvabilité, pardon. On va s'intéresser maintenant aux 2 autres dimensions principales de l'ORSA, telles que définies dans l'article 45, qui sont dans un premier temps donc, le respect permanent des exigences réglementaires. Effectivement, la CPR donc, précise que l'entreprise doit analyser en permanence sa conformité avec les exigences réglementaires de capital du régime Solva 2. Et à ce titre, elle insiste sur plusieurs points, et notamment les provisions techniques. Très souvent, on va être amené à faire des approximations, parfois, pour notre calcul de provisions techniques qu'on va projeter sur un horizon de temps défini. Eh bien, il convient de s'assurer que la validité des hypothèses et des méthodes qui sont employées pour ce calcul des provisions techniques reste valable sur tout l'horizon de projection. Donc, ça veut dire de documenter un petit peu, de justifier davantage les approximations qui sont faites ou les méthodologies précises qui sont appliquées. Deuxième point sur lequel la CPR revient, c'est la cohérence entre le business plan sur lequel on va se baser au départ et les projections qu'on va pouvoir réaliser et sur un horizon de temps qui est à minima de 3 ans. Et enfin, dernier point sur lequel la CPR insiste, c'est sur le fait qu'un scénario central seul est insuffisant, que donc des scénarios alternatifs sont obligatoires. Alors, ils peuvent être de nature stratégique ou des scénarios de résistance. En tout cas, il faut un petit peu des deux dans tous les cas. Et le point qui est surtout important ici, c'est que les scénarios qu'on va simuler ne doivent pas être des scénarios complaisants. Il faut que ce soit des scénarios qui permettent de simuler des situations dégradées qui soient réalistes au regard du profil de risque de l'organisme, donc des scénarios qui vont impacter les indicateurs et qui vont les impacter d'une manière suffisamment dure, suffisamment sévère pour vérifier la robustesse de l'organisme. On va passer maintenant à la troisième dimension. Avant de passer à la troisième dimension, juste un petit point d'attention. Je parlais tout à l'heure des évolutions réglementaires à bien prendre en compte et à anticiper. C'était des évolutions réglementaires liées à la directive Solva 2. Ici, un petit point d'attention sur les évolutions réglementaires de manière un peu plus générale, à prendre en compte notamment dans l'ORSA.
On vous donne ici 3 exemples. Hein, la réforme des retraites, dont vous avez beaucoup entendu parler ces derniers temps, j'imagine. Eh bien, cette réforme des retraites, pour certains organismes, elle va avoir des impacts qui peuvent être assez importants, notamment sur les provisions techniques. Donc, il convient effectivement de réfléchir à ces impacts et d'intégrer les modifications, les impacts qui sont entraînés par cette réforme-là dans votre scénario central. Deuxième exemple, c'est la réforme de la protection sociale des complémentaires des fonctionnaires qui, potentiellement, peut représenter de nouvelles opportunités de développement de new business pour certains organismes. Eh bien, pour ce type de réforme-là, nous, ce qu'on vous propose, c'est de réaliser des scénarios stratégiques pour justement permettre à la gouvernance de prendre une décision sur le fait que c'est une bonne opportunité ou non pour l'organisme d'aller se développer sur ce type de produit-là. Et enfin, un dernier exemple qu'on vous cite, sur le marché de la couverture santé en France, il y aura des évolutions à moyen et long terme il convient d'essayer de réfléchir aux différents scénarios possibles qui peuvent survenir en termes d'évolution de cette couverture santé un petit peu comme ce qu'on avait proposé dans le cadre de la COVID-19 où on avait essayé de proposer des scénarios, différents scénarios de sortie de crise, de simuler leurs impacts et de justement définir des plans d'action en fonction de la survenance de tel ou tel scénario. Et bien ici, l'idée, ça peut être un petit peu la même chose. Le maître mot, finalement, c'est d'anticipation, anticiper pour être prêt le jour où on sait ce qui va se passer en termes d'évolution, être prêt à savoir qu'est-ce qu'on va faire comme plan d'action et pas être en réaction. Être proactif. Et ça, c'est vraiment un aspect important du webinaire d'aujourd'hui, c'est la proactivité en matière de gestion des risques. Très bien. Alors, je passe maintenant sur la partie adéquation, donc troisième dimension, adéquation du profil de risque aux hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR. Le point en fait sur lequel la CPR insiste, c'est que dans la partie évaluation du besoin global de solvabilité, on s'est interrogé sur notre profil de risque, on a fait des évaluations, on a documenté un petit peu les risques et donc la CPR insiste sur le fait qu'il faut s'appuyer sur ces travaux-là pour justement vérifier l'adéquation du profil de risque aux hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut capitaliser sur ce qu'on a fait et le réutiliser. Deuxième point, tout aussi important sur lequel la CPR revient, c'est la qualité des données qu'on va utiliser pour faire nos estimations de paramètres formules standards en fonction de notre profil de risque. La CPR insiste sur la prise de recul nécessaire, sur la profondeur d'historique et le volume de données qui sont utilisés pour que les analyses qui sont produites soient robustes et pertinentes. Et le cas échéant, effectivement, la CPR préconise d'avoir recours à des benchmarks de marché en cas de mauvaise qualité de données. Alors, on ne pouvait pas parler d'ORSA sans parler un peu plus d'appétence. Donc, pour finir, un petit mot sur l'appétence au risque, qui est finalement un concept clé en matière de gestion des risques. Et pour vous rappeler surtout le fait que la formulation de l'appétence au risque ne peut pas être automatique. Sa définition doit faire l'objet d'une prise de décision spécifique en conseil d'administration. D'où l'importance, donc à la fois pour les administrateurs, mais également pour la gestion des risques, de bien comprendre comment cette appétence est construite et la manière dont elle va influencer les décisions en matière de gestion des risques et en matière de stratégie. Voilà, je passe la main à Mariam pour conclure le webinaire de ce matin et on passera par la suite aux questions. Oui, donc le petit mot de la fin de cette matinée, de ce webinaire ensemble,
L'idée, c'est vraiment de se dire il ne suffit plus de produire les livrables, des livrables réglementaires statiques, mais d'aller au-delà des exigences réglementaires. Il y a une tendance des fonctions gestion des risques à adopter une approche proactive, Benjamin vient de le rappeler il n'y a pas longtemps, en matière de suivi et de pilotage du système de gestion des risques. Et nous pensons que c'est vraiment la démarche à avoir. De plus en plus d'organisations mettent en place des tableaux de bord de suivi des risques pour permettre l'analyse d'indicateurs clés et la mesure de l'efficacité des moyens de maîtrise qui sont mis en place pour permettre d'avoir une vue d'ensemble de l'état de tous les risques auxquels on est exposé, mais aussi et finalement pour permettre de faciliter les prises de décision éclairées sur la façon de gérer ces risques et d'y faire face, et de faciliter la mise en œuvre des plans d'action correctifs de la façon la plus efficace possible. Donc, finalement, dans la continuité de l'année 2022, il s'agit de continuer à accroître la culture du risque en réfléchissant à l'ensemble des risques auxquels on est exposé, en prévoyant des plans d'action de crise quand c'est nécessaire, et d'essayer de définir toujours en amont les processus à mettre en œuvre si les risques devaient survenir. Il faut également continuer à renforcer les opérations de prévention en se basant sur l'expérience, notre propre expérience, mais aussi l'expérience et les données de marché. Et enfin, l'année 2023 doit être l'occasion de renforcer son processus ORSA au regard des attentes du régulateur, et notamment pour l'inscrire au cœur de la stratégie de l'organisme en termes de gestion des risques et de développement maîtrisé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à tous pour votre attention. On va passer aux questions. Alors, on avait une première question sur les USP. Alors, les USP, je réponds rapidement à cette question. En fait, ce sont des paramètres spécifiques qui viennent remplacer les paramètres formules standard que certains organismes jugent pertinent de calculer. Alors, ça nécessite la constitution d'un dossier et d'analyse assez robuste. Hein. C'est soumis à approbation de la CPR. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est très utilisé par les petits acteurs et les moyens acteurs du marché. C'est quelque chose qui est plus utilisé dans une optique d'optimisation du ratio par des acteurs soit spécialisés sur une problématique en particulier, soit des acteurs de vraiment taille importante qui sont soit en modèle interne, soit utilisent certains paramètres spécifiques qui sont propres finalement à leur profil de risque. Puisque les paramètres formules standard sont des paramètres, je le rappelle, qui sont calibrés au niveau européen et qui forcément ne vont pas matcher parfaitement avec le profil de risque de tous les organismes. Alors, deuxième question, y a-t-il une différence entre les risques de durabilité et les risques de soutenabilité, terme employé par la CPR lors de sa réunion de place du 30 mars? Non, il n'y a pas de différence. C'est dérivé de l'anglais parce qu'on dit sustainability risks, mais c'est l'équivalent en français, les risques de durabilité. Alors, nouvelle question. Faut-il également réaliser les scénarios de stress sur la base du scénario alternatif, en plus de leur application sur la base du scénario central? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire un scénario alternatif qui va potentiellement nous paraître intéressant à creuser. Et donc, eh bien, on va lui appliquer également, potentiellement, si on le trouve intéressant et qu'on hésite finalement entre le central et ce scénario alternatif, on va lui appliquer d'autres scénarios de choc pour aider à la prise de décision en éclairant au maximum les impacts et les enjeux de chacun des scénarios. Alors, la présentation, vous pourrez la voir sur le replay. Elle sera un replay vidéo, donc vous aurez effectivement toute la présentation sur ce replay. Et les replays de nos webinaires sont disponibles depuis le site internet du cabinet pour information également. Alors, une question sur… Attendez, parce que ça bouge pas mal.
Bien sûr, l'appétence. Oui, voilà. Plus de détails sur le volet appétence au risque et les limites de tolérance. Alors, quand je vous disais effectivement, donc l'appétence, le cadre d'appétence ne peut pas être automatique, effectivement, la gestion des risques va proposer des indicateurs, va fournir des indicateurs à la gouvernance qui va devoir se positionner sur un cadre d'appétence général. Et après, la question, c'est de savoir finalement comment on va décliner de manière un peu plus opérationnelle, et notamment en limite de tolérance, ce cadre d'appétence. Et bien là encore, c'est au conseil d'administration de décider s'il souhaite mettre l'accent sur la souscription, sur le marché, sur je ne sais quel risque. Et en fonction de cette décision-là, charge à la gestion des risques, eh bien, de décliner ce cadre d'appétence générale en budget et limite de tolérance, de telle sorte que eh bien, ça respecte le cadre général. Alors, les projets de notice ACPR, en fait, sont des documents que la CPR travaille avec certains gros acteurs du marché, notamment, et ce pas des documents qui sont publics. Ce sont des documents qu'on a pu se procurer du fait de nos relations avec certains gros acteurs ou même avec la CPR. Et ça nous permet aussi de vous sensibiliser sur les contraintes, les précisions qui vont être faites par la CPR, mais ce pas des documents qui sont publics. Il faut essayer de les récupérer un petit peu avec son réseau. Voilà, je crois qu'il y a plus d'autres questions. En tout cas, si vous avez des questions que vous souhaitez nous solliciter, n'hésitez pas. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact sur notre site internet. Vous pouvez nous contacter directement. Vous avez nos adresses mail qui sont ici. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous sur vos besoins, vos problématiques, vos questions. Donc voilà, on vous souhaite une excellente journée. On vous remercie encore une fois pour le webinaire de ce matin. Mariam, un petit... Oui. Merci beaucoup et puis à très vite. Passez une bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée.